On se positionne sur deux axes, la variété de vos produits, de la plus faible à la plus élevée, et sur le volume de production, du plus faible au plus élevé. Et donc, la stratégie de production, selon votre variété et selon votre volume, elle va avoir un positionnement. Donc, on va prendre des exemples. Sur des produits très variés, avec des volumes extrêmement faibles, on est dans une stratégie de production qui s'appelle le Engineer to Order. Engineer to Order, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va designer un produit pour une demande. Donc on est souvent la plupart du temps sur un produit unique qu'on va designer une fois pour un client en particulier. Donc comme exemple, ça peut être un sous-marin. Le sous-marin répond à un client qui a des exigences extrêmement particulières. La plupart du temps, c'est toujours dans le domaine de la défense, donc c'est toujours très confidentiel. Un client n'aura jamais le même modèle de sous-marin qu'un pays voisin. Donc, par exemple, Naval Group design des sous-marins et va designer un produit qui répond à un cahier des charges pour un client en particulier. Et il va probablement produire le sous-marin en un exemplaire, peut-être deux, mais jamais plus. Donc là, on est sur une stratégie de production qui est vraiment très particulière. On design, on ne commence pas à designer le produit même avant d'avoir la commande. Après, quand on va sur des modes de production qui vont générer un petit peu plus de volume, on va arriver sur du make to order. Donc, le make to order, la différence avec le engineer to order, c'est que vous allez lancer la fabrication à la commande. Donc, le design du produit aura déjà été réalisé en amont, mais vous n'allez pas lancer la fabrication avant d'avoir une commande de client. Donc, un exemple de make to order, ça va être Airbus. Airbus, il a un modèle d'avion, même plusieurs modèles d'avion. Il ne va jamais les lancer en fabrication tant qu'il n'a pas la commande d'une compagnie aérienne. Il ne fabrique pas des avions pour les mettre en stock, ça coûte beaucoup trop cher. Donc on lance la fabrication uniquement à la commande d'une compagnie aérienne. On peut imaginer ça aussi avec un fabricant de costumes sur mesure. Vous allez chez un couturier, vous voulez un costume sur mesure, il va le fabriquer uniquement lorsque vous lui aurez commandé. Il ne peut pas le faire avant. Il sera produit pour vous. Donc c'est du make to order. C'est compatible avec des volumes qui sont un peu plus élevés. Par exemple, les avions, ça peut être une trentaine par mois, donc on peut se permettre de fonctionner comme ça. Ensuite, si on va sur un business comme Dell, qui assemble des PC, lui, il a des volumes qui sont déjà plus importants. Il produit plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'ordinateurs par mois, donc il ne peut pas attendre d'avoir la commande pour commencer à fabriquer son ordinateur. Lui, il va anticiper, il va stocker des composants et il va faire du assemble to order. Assemble to order, ça veut dire que l'entreprise va assembler le produit quand la commande sera arrivée. Donc ça lui permet d'anticiper toute la phase amont de la supply chain, à savoir l'approvisionnement et l'achat des composants. Donc pour Dell, c'est exactement ça. Dell stocke des composants, de la mémoire, des processeurs, etc. les garde en stock, mais par contre va faire l'assemblage final uniquement lorsque vous aurez passé une commande chez eux. Et donc un fabricant de vélo, ça va être la même chose. Le fabricant de vélo va être capable de vous livrer vite,
Par contre, pour vous livrer vite, il est obligé d'avoir les pièces détachées sous la main. Donc, il prépare un stock de pièces détachées. Par contre, il va assembler le vélo seulement lorsque vous lui aurez commandé. Donc là, on est typiquement dans de l'assemble to order. Et ensuite, quand on arrive sur des produits à gros volume, mais à variété plus faible, on va être sur du make to stock. Donc là, on a deux exemples. Il y a les montres Casio, par exemple. Ce sont des volumes énormes. Ils en vendent des millions chaque année. Donc, on est vraiment en haut en termes de volume et en termes de variété, un niveau bas. Donc, on voit les choses complètement différentes. Là, on fait du make to stock. On produit des pièces en avance par milliers. On les met en stock et on sait que la demande étant élevée, les ventes vont être réalisées en expédient en make to stock. Pour Bic qui fait du stylo, c'est pareil. Il faut faire du stock, on produit pour du stock et ensuite on expédie les stocks vers les clients. Donc, en fonction de la variété et du volume, on va faire du engineer to order, du make to order, de l'assemble to order ou du make to stock. Quand on est dans l'engineer to order, on est sur du mode projet. Quand on est sur du make to order, on est plutôt dans une organisation job shop. Job shop, ça veut dire qu'on est plutôt organisé en atelier. Plus on monte en volume, quand on arrive sur de l'assemble to order, on va commencer à s'organiser en cellules de production, cellules dédiées, cellules spécialisées, jusqu'au moment où on est en flux répétitif, lorsqu'on est sur des volumes très élevés. Lorsqu'on est dans un mode engineer to order, on va le designer pour un client. On va être sur un lead time extrêmement long parce qu'on va tout faire de zéro, y compris le design du produit. Le design, les achats, la production, l'assemblage et l'expédition. On est sur des temps de cycle, lead time, très longs. Ensuite, on va sur du make to order. Donc, on est sur un Airbus, par exemple, qui produit le même avion, mais à la demande. Donc, le design est déjà fait. Ça permet de gagner du temps de cycle. Airbus, lorsque vous lui passez commande, il va prélever les pièces en stock et il va attaquer directement la production, l'assemblage et la mise à disposition du client. Donc à ce moment-là, on est sur des lead times qui sont déjà réduits. L'objectif, c'est de livrer le client le plus vite possible. Pour l'assemble to order, on va pouvoir encore réduire le temps de cycle, le temps de mise à disposition du client, parce qu'on a déjà un stock de produits finis et on n'a plus que l'assemblage et l'expédition à réaliser. Donc on n'a pas la production des pièces détachées, on les a déjà en stock, c'est l'exemple de Dell, on a déjà tout en stock, on n'a plus qu'à assembler et à livrer. Donc on gagne un temps fou. Et c'est ce qui fait la force d'une entreprise comme Dell, c'est de pouvoir livrer très vite. Donc au regard des temps de cycle, des lead time, quand on va vers de l'assemble to order, on est beaucoup plus performant que sur du make to order. Et enfin, la solution ultime en termes de temps de cycle, c'est le make to stock. Donc le make to stock, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va produire en avance, on a mis des produits finis en stock, et lorsqu'on a une commande, on n'a plus qu'à expédier au client. Donc le temps de cycle, on n'a que le temps du transport. Donc si vous avez un objectif de livrer le client le plus vite possible, et que votre produit le permet, vous faites du make to stock, vous livrez vos clients très vite. Mais la contrepartie, c'est que vous portez un coût de stock qui va être important, qui est acceptable pour des produits à basse valeur ajoutée, mais qui ne l'est pas pour des produits trop chers.
Donc on est toujours dans la recherche du compromis entre temps de cycle, coût de possession du stock, temps de fabrication, etc. et satisfaction client. Donc les caractéristiques des supply chain make to stock et make to order, on a vu que c'était des choix très différents, les priorités ne sont pas les mêmes. Vous avez le cas d'Airbus pour make to stock, le cas de BIC pour make to order, donc on a vraiment des priorités qui sont très différentes, on ne cherche pas la même chose, donc on ne met pas en place les mêmes solutions et les mêmes infrastructures. Donc tout est une affaire de compromis. Ce qu'on cherche en permanence, ce sont les meilleures méthodes pour livrer le client de la manière la plus efficace possible en optimisant les coûts. Donc optimiser les coûts, ça veut dire en portant le moins de stock possible, en investissant le moins possible dans son infrastructure, ses réseaux, son usine, etc. On peut décomposer la vie d'un produit en 4 phases. Il y a une phase d'introduction sur le marché. Quand vous créez un produit, la toute première chose, il arrive sur le marché, donc il y a une phase d'introduction pendant laquelle il, il- il va commencer à être vendu, mais à un rythme relativement faible, le temps qu'il se fasse sa renommée. Ensuite, il y a une phase de croissance, une phase de maturité, puis une phase de déclin jusqu'à sa disparition. Donc, selon la phase du cycle de vie du produit, vous allez pouvoir faire évoluer votre stratégie de production pour vous adapter. Donc, par exemple, quand vous êtes sur une phase d'introduction sur un produit, vous allez probablement faire seulement du make to order. Vous allez fabriquer le produit seulement quand vous commencez à avoir vos premières ventes. Vous n'allez pas tout de suite commencer à faire des stocks énormes. Les premiers exemplaires, vous allez les fabriquer seulement à la commande. Au fur et à mesure de la croissance du produit et jusqu'à son pic de maturité, les volumes vont grandir et à ce moment-là, on sera peut-être dans un régime qui sera complètement différent selon vos volumes. On va peut-être basculer sur une méthodologie make to stock. Si vous êtes amené à livrer des milliers de produits par semaine, alors oui, il faudra fabriquer à l'avance et faire du make to stock. Et sur la phase de déclin, en fin de vie, à nouveau, vous retombez sur des produits qui sont livrés de manière plus réduite. Et dans ce cas-là, il faudra peut-être repasser sur du make to order. Donc, selon le cycle de vie du produit, selon sa phase de cycle de vie, on peut faire évoluer sa stratégie de production. C'est pas parce qu'on en met une en place dès le début qu'elle ne bougera plus pendant toute la vie du produit. Elle s'adapte en permanence en fonction des volumes. Ensuite, on va aller vers la détermination de la méthode de production. Donc, il y a les stratégies de production, make to stock, make to order, etc. Mais il y a aussi une méthode de production. Donc, plus le volume va grandir, plus le volume va être important, plus on va avoir besoin d'une configuration dédiée au produit. Quand on est dans de l'engineer to order, on est organisé en mode projet. Et plus on avance, plus on va se spécialiser. On va commencer à créer des cellules organisées par tâches, par métier, dédiées à des lots, jusqu'à arriver à des organisations
prévues pour de la production répétitive ou de la production de masse. Et l'étape ultime, c'est même la production continue, c'est-à-dire une production qui s'arrête jamais. C'est l'étape ultime de la matrice, c'est qu'on a un seul produit qui est produit en permanence 24 heures sur 24. Donc ça existe, c'est très rare, mais par exemple dans la sidérurgie, ça se fait. C'est des machines qu'on ne peut pas arrêter. On les met en route. On produit beaucoup de produits. 24 heures sur 24. C'est impossible d'arrêter la machine ou alors il faut une semaine pour la redémarrer. Donc on est vraiment sur un truc très particulier. C'est des implantations très spécifiques. Et donc, pour chaque typologie de produit et chaque méthode de production, on va avoir une implantation idéale qui s'adapte à la fois à la variété et au volume du produit. À chaque fois, on a une implantation qui est différente. Quand on est en mode projet, qu'on fabrique un sous-marin, on est sur un mode de fabrication où les ressources viennent au produit. Donc on a un poste de travail central sur lequel les opérateurs vont venir intervenir. Tout le monde va venir travailler sur le produit, mais le produit ne bouge pas. Le produit ne peut pas se déplacer. Il est très spécifique. On n'est pas sur une ligne, on est sur un poste dédié où tout le monde intervient sur le produit au même endroit et le produit ne bouge pas. Et quand on va augmenter nos volumes, on arrive sur de la production en petits lots, en make to order, typiquement sur du Airbus par exemple. On est sur des volumes qui sont un peu plus élevés, on va commencer à spécialiser les choses. Sur un avion, ce n'est pas les opérateurs qui viennent travailler sur l'avion, c'est un peu hybride. L'avion avance sur une chaîne très lentement, certes, mais l'avion avance poste après poste. Donc, on aura plutôt une vision approche fonctionnelle, cellule fonctionnelle. Donc, ça, c'est ce qu'on peut adapter au mieux au mode de fabrication en make to order. On n'est pas encore sur de la ligne de fabrication dédiée à 100%, mais on est sur un produit qui va se promener d'un poste de travail à l'autre pour suivre les opérations de sa gamme jusqu'à la sortie et la fabrication complète. Donc, on est sur une approche avec des postes dédiés, des postes spécialisés. Un poste égale un métier, concrètement. Chaque poste est spécialisé avec des opérateurs particuliers, des opérateurs dédiés. Et donc, le produit va avancer au fur et à mesure entre les produits, entre les postes de travail. Donc, c'est un mode qu'on peut appeler intermittent. Et donc, ces postes de travail sont organisés par type de métier. On est sur des types de métiers. Et on fabrique uniquement des petits lots de pièces. Donc c'est idéal pour le make to order. C'est vraiment adapté à un environnement make to order. Quand on augmente un petit peu nos volumes, qu'on commence à fabriquer des variétés de produits un peu plus faibles mais en quantité plus importante, on va pouvoir spécialiser nos implantations. On va pouvoir mettre en place des cellules de production. Des cellules qui sont spécialisées pour un produit. Donc c'est adapté à de l'assemble to order, par exemple, parce qu'on a une variété de produits qui est moins vaste. Donc ça nous permet de pouvoir dédier des cellules spécialisées sur un produit. Donc on commence à approcher un processus répétitif où les produits sont plus ou moins standardisés. Et à ce moment-là, on va pouvoir commencer à parler de One Piece Flow.
c'est vraiment l'implantation la plus adaptée au One Piece Flow parce qu'on a des cellules spécialisées, donc une optimisation des mouvements entre les postes de travail et beaucoup moins de gaspillage. C'est ça qu'on cherche. Ça permet également de réduire les encours. Le mode de cellule dédiée permet de réduire les encours, puisque le temps de cycle va avoir tendance à être réduit. C'est bien l'objectif de créer des cellules spécialisées. Donc en créant des cellules spécialisées, on crée aussi une optimisation globale qui fait qu'on aura moins d'encours dans le système et donc un coût économique des encours réduit. Ça permet aussi d'accélérer les cycles, les lead times. Les lead times vont être réduits. Donc plus on va vers une implantation dédiée, plus on va vers l'optimisation du temps de cycle, des encours, etc. Donc, d'où l'intérêt de se spécialiser, mais c'est une question de compromis. On peut spécialiser des cellules à des produits seulement lorsqu'on a un volume minimum pour ce produit. On ne peut pas spécialiser une cellule pour 10 produits dans l'année. Donc, c'est atteignable qu'à partir du moment où les produits sont à fabriquer en quantité suffisante. Et donc l'objectif ultime, quand on a beaucoup de volume, on est sur du make to stock. Alors là, on veut vraiment produire de la manière la plus efficace possible. On oriente l'implantation vers du flux de produits et donc on fait une ligne de production. Globalement, c'est ce qu'on va trouver de plus efficace pour pouvoir sortir des volumes très importants. On est sur des processus qui sont répétitifs, des processus de masse. Donc, on fabrique par milliers, par dizaines de milliers, et on dédie une ligne à un produit particulier, ce qui permet d'optimiser totalement le fonctionnement et de dédier totalement la ligne à ce produit. Donc, ça permet d'abaisser le coût unitaire, d'une part, ce qui est très important. Plus on fait de volume, généralement, plus les marges sont faibles et plus on va chercher à optimiser le coût de fabrication. On va être sur des hautes cadences. L'objectif, ça va être d'optimiser la cadence de la ligne de production. On réduit le coût unitaire et ça a aussi un impact sur le stock. Du coup, l'objectif, ça va être d'alimenter un stock. Alors, l'inconvénient dans tout ça, c'est que la ligne de production, elle, c'est un investissement qui est très élevé. Forcément, c'est des machines qui sont très coûteuses, mais c'est un investissement qui vous permettra par la suite, au niveau de chaque produit, d'avoir un coût de revient beaucoup plus faible. Donc, l'implantation, elle est à adapter en fonction du volume, principalement de vos produits et de leur variété. Donc, il y a un lien entre les méthodes de production, les stratégies de production et les implantations. Engineer to order, c'est du projet, c'est du poste dédié. Au contraire, quand on est sur du make to stock, c'est qu'on produit beaucoup, c'est qu'on est en ligne de fabrication. Il y a une cohérence entre mode de production, type d'implantation. Pour engineer to order, c'est un poste de travail fixe, c'est plus adapté. Ça correspond à des cycles qui sont plus élevés, mais qui correspondent à des volumes très faibles. Au contraire, lorsqu'on va sur une cellule, on va être sur du make to order. Les cycles vont être un petit peu meilleurs, forcément. Les volumes vont être un peu plus faibles. Et plus on se rapproche de la typologie en ligne de production, plus on va s'approcher également d'un mode de production en make to stock. C'est ce qu'il y a de plus adapté à la ligne. Et donc les inconvénients, ça va être que le cycle va être long, mais le volume va être très important. Ça va vous permettre de produire de manière très efficace.